bienvenue sur l'épisode 31 de l'ASP, toujours en compagnie de Kiko. Toujours là. Salut Kiko, ça va? Ça va et toi? Ouais, toujours, très bien. Ravi d'être là aujourd'hui. Bah, heureusement, j'espère bien. Pour le film mystère. Bah ouais. Mon film mystère. C'est ce que j'allais dire. Donc, film mystère coréen. Je ne sais pas ce qu'on va regarder, même si j'ai des grandes idées. Tu le sais. Voilà. Sympathie for Mr. Vengeance? Exactement. Voilà, c'est bon. J'avais hésité un peu avec Memory of Murder. Je me suis dit que ça allait peut-être leur faire aussi, un petit kiff pour celui-là, mais... Bah pour tout avouer, je l'ai décidé là il y a 5 minutes en fait. Ouais. Parce T'étais que encore pour parler avec toi-même pendant le reste du temps? Ouais, j'en avais 3 sur ma liste. Bon, je dirais pas lesquels parce que si je retombe dessus... Ouais, j'ai hésité pas mal et puis non, j'ai voulu commencer par du Park Chan-wook. Ouais. Et je me suis dit, ça aurait été sympa de débuter directement par le premier volet de la trilogie Vengeance. Donc bah... Voilà. Mais très bien, mais moi je plus sois, donc je suis très très contente de regarder ça. Mais en même temps, c'est toi qui m'as matrixé. Oh bah ça me donne pas. Parce que tu m'as dit, si on tombe sur la trilogie Vengeance, mais on tombe pas sur Sympathie for Mr. Vengeance, ça serait dommage. Ouais, je trouve que c'est bien de la regarder, même s'il n'y a pas de ligne directrice en soi, je veux dire, si on le regarde pas dans l'ordre, c'est pas grave. Mais moi j'avais bien envie, comme on les a déjà vus aussi, de les regarder avec peut-être l'œil de l'évolution qu'il y a pu y avoir dans la trilogie. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Mais après, par contre, il faut que les 10 Vengeances tombent en deuxième. On verra. Ça sera le hasard. Donc c'est là, je veux bien... Déjà, on met le pied à l'étrier. Voilà, je veux bien pousser un peu le destin et puis mettre Sympathie for Mr. Vengeance en premier, mais après, ça dépend plus de moi. Ouais, à part si le prochain film, c'est encore un film au hasard coréen. Donc là, je prends peut-être les 10 Vengeances. On verra. Pour être sûr. On verra. On va mater ça? Ouais, on va mater ça. Allez, à tout de suite. Et bon retour parmi nous, ça y est, on vient de regarder Sympathie for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, un film sorti en 2002, d'une durée de 2h09 exactement, et catégorisé thriller crime. Alors, est-ce que tu nous fais un petit pitch, Kiko, du film, s'il te plaît? Ouais, je vais faire ça. Et là, je pense que je suis assez inspiré par rapport à d'habitude, donc... Ouais, super. Alors, c'est l'histoire de Ryu, un jeune sourd et muet qui essaie par tous les moyens, en fait, de soigner sa sœur, qui a besoin d'une greffe de rein. C'est ça. Ça va être assez compliqué vu qu'il n'a pas d'argent et qu'il n'est pas compatible avec sa sœur, en fait, au niveau du groupe sanguin. Donc, il va se tourner vers une organisation, comment on peut dire ça, clandestine. En gros, des trafiquants d'organes. Ryu va se retrouver à donner son rein pour sauver sa sœur, sauf que ça se passera très mal. Il se réveillera avec un rein en moins, mais plus personne autour. Donc, les trafiquants se sont évaporés dans la nature. Dans la nature. Ryu va se retourner sur une deuxième option et enlever une petite fille pour réclamer une rançon. On va aller faire dodo parce que c'est déprimant. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Avant de rentrer dans le sujet des avis et de l'analyse, on va dire. T'as commencé la trilogie Vengeance par quel film, toi? Oldboy, tout simplement. C'était le premier arrivé, donc premier arrivé, premier servi. Ouais, c'est... Ouais, de toute façon, en même temps, c'était pas compliqué. Hein. À l'époque, le cinéma coréen en général est arrivé avec Oldboy. A été démocratisé avec Oldboy. Ouais, bien sûr. Et donc, si on avait l'occasion de découvrir, et était curieux aussi de découvrir du cinéma asiatique très tôt, automatiquement, c'était tout de suite avec Oldboy. Et après, si on avait la chance, on pouvait essayer de dénicher les deux autres suites et la filmographie en général du bonhomme, qui arrivait au compte-gouttes, en fait. Donc, c'était Oldboy. Et toi? Moi, c'était Lady Vengeance. Ok, donc t'as découvert très tard en fait. Non, j'ai découvert avec mon cousin,
et Eun Jong. Mhm. Et donc, j'ai vu assez tôt, mais je crois que si je me souviens bien, c'était une copie coréenne sous-titrée anglais, quelque chose comme ça. Ah oui, d'accord. Parce que j'allais dire, en fait, en France, le premier qui Ouais, arrivait, je pense que c'était Oldboy. c'était un film un DVD qu'il avait dû acheter en Corée. Oui, ok, ouais. Ah oui, là, Ouais. c'est plus compréhensible parce que... Et, Et parce que Lady Vengeance est arrivé bien après la sortie d'Oldboy en France. c'est ça. Donc, ouais, à part le voir dans une copie étrangère, on pouvait pas le voir... Et j'ai souvenir, tu vois, qu'on l'a vu sur un tout petit écran, c'était une ambiance un peu bizarre dans le visionnage, Mhm. mais que j'avais été vachement impactée par le film. C'est-à-dire que après, donc ce premier visionnage-là, quand on en avait reparlé et tout, Mhm. j'avais pas beaucoup de souvenirs du film. Je savais la trame principale et puis il y avait quelques scènes qui m'avaient marqué, mais il y avait plein de points que j'avais oubliés. Et donc j'ai retrouvé tout. J'avais par contre très en mémoire l'impact que ça avait eu sur moi, en fait, les émotions que j'avais eues. Et donc après, quand on l'a revu ensemble, j'ai redécouvert plus l'histoire, mais je me suis vraiment retrouvée dans le même état d'esprit que quand Mais j'avais vu, quoi. tu parles de Lady Vengeance, ça? Là, je parle de Ah, Lady ok, d'accord, Vengeance, j'étais reparti sur Non, Sympathie. Sympathie, je crois qu'on l'a vu ensemble. Oui, Moi, on je l'a l'ai vu vu la ensemble. première fois, on était ensemble. Bah, c'est quand on a acheté la trilogie Ouais. en une traite, quoi. On l'avait après refait dans l'ordre, C'est ça. dans l'ordre chronologique des sorties. Et ouais, bah c'est ça, je sais plus c'était en quelle année, ça devait être en 2008, 2007, Je sais plus. dans ces eaux-là. Mm. Je sais plus trop, mais bon... Bon, alors sinon, avis général sur le film. Bah écoute, c'est toujours aussi efficace, hein. C'est du Park Chan-wook, comment dire, c'est son âge d'or, Ouais, quoi. l'âge d'or du thriller coréen, l'âge d'or du cinéma coréen tout court en fait. Les années 2000, c'est vraiment là que le cinéma coréen s'est révélé aux yeux du monde entier. Park Chan-wook notamment avec sa trilogie. Ouais. Donc même si c'est, comme je l'ai dit juste avant, c'est Oldboy qui a révélé vraiment en premier sur le territoire français pour le cinéma coréen et pour le cinéma de Park Chan-wook. Même si avant ça, voilà, tu l'as dit, il a fait Lady Vengeance, Sympathie for Mr. Vengeance et même GSA. Il a fait que des grands films. Ouais. Voilà, après, il en a fait d'autres derrière, mais il a fait que des grands films. Et pour revenir sur celui-ci, moi, dans mes souvenirs, c'était l'un de mes préférés de la trilogie. Ouais. Même l'un de mes préférés de Park Chan-wook tout court. Même si c'est très difficile parce qu'il a fait des excellents films. Difficile de les classer. C'est un peu comme Tarantino. C'est toujours difficile de dire c'est qui le meilleur. Exactement. Et avec les années, je trouve qu'il est toujours aussi efficace. Ouais, je suis d'accord. Il est toujours aussi bien réalisé. Il est toujours aussi magnifique. Il est toujours aussi impeccable. Ouais, non, je suis entièrement d'accord. Il y a un petit défaut que j'ai révélé là, on en a un peu parlé en off. Je l'exposerai un peu après, mais c'est le petit défaut. Et il y en a un deuxième aussi, c'est... Ouais, je crois qu'on a le même. Ah bah tiens, je suis curieux de voir le deuxième parce qu'on n'en a pas parlé. Bah écoute, on fait un petit tour de table déjà. Ouais. Et toi alors? Bah moi pareil, hein. C'est pareil, c'était pour moi c'est celui que je préférais des trois. J'avais la première fois qu'on l'a vu, il y avait vraiment eu la surprise et la claque monumentale. Là, de savoir l'histoire et notamment la fin, bah pareil, hein, tu te dis toujours est-ce que ça va enlever un peu de la tension, des choses comme ça. Ça n'a pas été la même en fait. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une tension qui était différente de la première parce que justement on sait pas où ça va et on a peur de savoir si ça va aller là où on pense que ça va aller. Mais sur le revisionnage, toi, la tension, elle était où exactement? Bah, dans plein d'endroits différents. La première scène où il va rencontrer les trafiquants d'organes, les fois où il y a l'enlèvement de la petite. Mais tu te rappelais de toutes ces scènes-là? Il y en avait quelques-unes que j'avais oubliées, mais c'était plus le début, c'est-à-dire toute la première scène de... la scène d'intro, en fait, par exemple, le détail de la scène d'intro, ça, j'avais plus tout. Et il y avait une scène, comme quoi ma mémoire est vraiment pourrie, hein, bienvenue chez Dory. J'ai vu le film, je me suis dit, ah tiens, celle-là, je m'en souvenais plus, et voilà, je l'ai déjà oublié. Et tu l'as déjà oublié, il faut le regarder pour que tu te rappelles. C'est juste une excuse pour pouvoir le remettre une troisième fois, ou une quatrième. C'était... la baignoire. Je me souvenais de la... Moi, pareil. Comment dire... je me souvenais que... La finalité de la scène. Voilà, merci. Ouais. Mais... tu savais plus dans quel... dans le contexte. Ok. Ouais. Bah, moi, c'était un peu pareil. Ouais. Je me souvenais plus de cette... Je ne vais pas la raconter. Pourtant, elle est hyper marquante. Elle est hyper marquante. Et on peut pas la décrire parce qu'elle est vraiment importante dans le récit. Ouais.
Mais moi, c'est pareil, en fait, j'avais une autre finalité. J'avais, on va dire, le dénouement de la scène. Ouais. Je me souvenais du dénouement de la scène, mais pas comme ça. Ouais, bah, c'est ça. Et elle est incroyable, cette scène. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on leur a même pu carrément en parler en fin d'anecdote, enfin d'anecdote, en fin d'analyse, et puis le mettre dans les scènes préf. Bon, il y en a tellement, hein, mais... Bah, c'est ça. Déjà, dans le film, bon, j'en reparlerai quand on y sera, mais... Ouais. Mais dans l'ensemble, c'est... Moi, par exemple, pour reparler de la tension du film, en fait, moi, il y avait beaucoup de scènes que j'avais gardées en tête. Forcément, c'était des scènes plus ou moins marquantes. Forcément, la fin, parce que la fin, elle est... Voilà, elle est ultra impactante. Et en fait, toutes les autres scènes du film, je m'en souvenais. Mais au fur et à mesure que le film avançait, je me dis « Ah putain, c'est cette scène-là. Ah merde, c'est cette scène-là. » Et là, j'avais l'attention. Je savais ce qui allait se passer. Mais le fait de le revoir, alors que ça avait même marqué une première fois, c'est là que j'ai eu l'attention. C'est ça. En fait, c'est pas l'attention de découvrir quelque chose, parce que je savais ce qui allait se passer. Mais j'avais toujours cette petite tension. Des fois, tu vois... En fait, j'ai des petits tics, tu sais, quand j'ai une tension, c'est que je vais me gratter le genou ou l'avant-bras. Moi, je croise les bras, généralement. Et ouais, moi aussi, je fais souvent ça. Mais je me suis rendu compte aussi récemment que je faisais souvent ça aussi, mais c'était surtout quand c'était des scènes qui m'agressaient moi, en fait. Voilà, c'est des petits tics que j'ai, et la tension, elle était toujours la même. Et je me demande même si elle n'est pas encore plus forte sur le fait de savoir plutôt que de la découvrir. Non, peut-être autant. Peut-être autant, mais différemment. Pour moi, c'est différent. C'est-à-dire que j'avais vraiment le sentiment de me dire, dans le film, je connais quand même beaucoup de choses, je connais la fin, et aussi le principe d'un thriller, c'est de savoir... Voilà, c'est un peu l'enquête. Alors là, il y a une pseudo-enquête policière, mais c'est pas vraiment le cœur du sujet, le cœur du film. Mais voilà, c'est d'avoir le dénouement. Et là, le dénouement, on l'avait, mais moi, j'avais quand même, ce truc de me dire... soit il y avait des scènes où j'avais... plus atteindre le détail, et donc j'avais vraiment, tu vois, la tension, mais parce que justement, en fait, je me dis, il y avait tout ça, en fait, tout ça, ces petits détails-là, ils vont amener ça dans l'histoire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Et justement, je me souviens, au fur et à mesure du film, à quel point il est riche, en fait, et qu'il amène plein d'informations. Et puis après, comme tu dis, en fait, le truc où tu dis, c'est cette scène-là, et il va se passer ça, on va avoir mal. Et ça fait un peu comme The Chaser, tu vois. Oui, complètement. Ouais, mais tu as raison. On savait tout, en fait. Tu as raison. Mais t'as l'anticipation de... on y va, je suis d'accord. Vraiment, parce que aussi, c'est très graphique. Hein. Ouais, carrément. Il y a aussi le côté très graphique, ça, on l'a pas dit aussi, mais attention quand même à pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est assez violent quand même. Hein, autant sur le fond que sur la forme. Ouais, surtout. Hein, c'est vraiment, mais vraiment premier degré, c'est vraiment assez violent, quoi. Moi, je pense qu'il y a ça aussi, tu vois, le côté graphique. En plus, graphique très bien fait. Ouais, franchement. Parce que pour le coup, tout ce qui est, entre guillemets, maquillage, si je peux dire ça, sur les blessures, sur les... C'est bluffant, même si tu vois, des fois, c'est des pantins. Enfin, c'est des pantins. Tu sais que c'est un pantin. Ouais, mais tu vois, il y a des scènes de violence, tu vois, c'est pas un spoil, hein, mais tu sais, quand il y a une scène où quelqu'un s'acharne sur une personne au sol, à coup de batte de baseball, la scène, elle est filmée. Elle est pas, c'est pas du hors-champ, elle est pas suggérée. Tu la vois avec une caméra assez haute. C'est juste le cadrage qui fait que tu vois pas le truc en gros plan, donc c'est quand même un peu masqué. Mais tu vois vraiment tous les coups de violence. Donc tu te doutes bien que c'est un pantin. Voilà. Que c'est pas une vraie personne au sol. Mais avant que la scène commence, tu te doutes pas, en fait, parce que comment dire, les effets... visuels, même sonores, en fait. Il y a les deux, moi, je trouve qu'ils fonctionnent bien. C'est tellement bien fait que la violence, en fait, elle est presque réelle. Ouais, puis il gère super bien la violence qui va être montrée de front et la violence qui va être suggérée. Tu regardes les scènes d'autopsie, ça, je voulais en parler aussi. Elles sont hyper violentes et tu vois rien. Mais c'est les pires scènes. Mais les hors-champs, ils sont... mais les hors-champs, et c'est surtout, il y a un truc que tu as dit juste avant, les effets sonores, l'ambiance sonore. Ce qui est hyper intéressant dans ce film-là, c'est que le héros principal est sourd et muet. Je vais refaire un comparatif, je déteste faire ça, mais je le fais. C'est vraiment pour vraiment imager le truc. Dans Les Anges Déchus, on avait un personnage sourd et muet également. Le seul moyen qu'a trouvé Wong Kar-wai, entre guillemets, de le faire exprimer, c'est les voix off. Donc du coup, t'as un personnage sourd et muet qui a quand même une voix qui parle en voix off, et ça dénature complètement le personnage. Ouais. Dans Sympathy for Mr. Vengeance,
le personnage sourd et muet s'exprime uniquement en langage des signes. Pour, entre guillemets, sous-titrer ce qu'il dit, en fait, on a des pancartes comme dans les films muets à l'époque. C'est ça. Et ça avec marche des trop fonds bien. noirs, avec un texte blanc dessus. Et à aucun moment, t'as pas de voix off qui va, C'est ça. t'as pas la voix de l'acteur qui va parler dans le film alors qu'il est sourd et muet. Enfin bref, c'est un Ouais, truc mais complètement... complètement. Moi, je suis d'accord. Et là, ça marche trop bien. Tu te dis, mais ouais, putain, mais c'est simple. Pourtant, il a rien inventé, Park Chan-wook. Mais c'est ça, ça Ça dans vient tous du les cinéma films. sourd et muet. C'est ultra efficace, il a très bien utilisé. Ouais, donc je reviens sur le côté ambiance sonore. On a énormément de scènes où, justement, on comprend comment fonctionne la vie de ce sourd et muet. On voit comment il interagit au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit avec son entourage. Avec sa sœur. Ouais, tu le vois comment, en fait, il gère ces ambiances sonores-là qu'il n'a pas. Tout le film se joue sur les hors-champs Ouais. que nous, on voit, mais que lui n'entend pas. Ouais. Et donc, des hors-champs sonores pour lui, mais nous, on le voit, et c'est ouf, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est en plus ce qui amène un côté encore plus violent parce que il y a la dimension de comment dire, involontaire, si tu veux. C'est que lui, il y peut rien. Il entend pas ce qui se passe derrière. Et donc, t'as plein de choses que tu vas voir et que tu vas comprendre et qui sont des scènes horribles, mais c'est même pas sa faute à lui, en fait, tu vois. Et après, bon, il y a plein d'autres choses qui se passent, mais... Et il y a des... comment dire... des responsabilités et des désirs de vengeance justifiés des deux côtés. On sait tout de suite que... de quel type qui va se venger, de qui. Qui va vouloir se venger. Sauf qu'au final... ça va bien plus loin que ça, quoi. Ça va beaucoup plus loin de ça. Donc après, on peut pas trop en parler. Parce qu'il y a énormément de scènes importantes. Ouais, il y a des scènes qu'il faut découvrir. Hein. Parce que le pitch, en fait, en lui-même, il raconte très bien l'histoire. Et moi, je trouve qu'il donne très envie, justement, d'en découvrir. Ça reste vraiment un thriller, entre guillemets, de base. Un thriller de vengeance, mais avec énormément de rebondissements. Ouais. Énormément de dénouements. Même quand t'as un dénouement qui arrive, derrière, tu t'en reprends une en pleine gueule. Et ça se termine jamais. Et enfin, si, quand même, ça se termine. Il y a un générique, mais... en fait, le film te laisse pas de répit. Non, c'est excepté au début, la première partie du film, j'ai trouvé top. Justement, c'est pour vraiment présenter le personnage de Ryu, donc le personnage sourd et muet, où en fait, on va le suivre juste dans sa vie quotidienne. Ouais, c'est ça. On va suivre une tranche de vie où on va le suivre au travail. Donc, c'est quoi son boulot, comment il fait pour travailler parce qu'il travaille dans une usine où il y a énormément de bruit. Donc, tu vois tous les autres autour qui ont des gros casques anti-bruit. Lui, il n'en a pas besoin. Donc tu vois vraiment comment ça se passe. Donc lui, il est volontaire, il travaille. Et quand tu vois que nous, on entend la sonnerie de la pause, et quand tu vois tout le monde s'éparpiller, et lui, il est encore en train de travailler, puis il regarde autour, fait « Ah, ok, j'ai compris qu'il y a une pause, je m'assois, et donc quand je revois tout le monde revenir, je reprends. » Enfin bref, ça c'est anecdotique quand je le raconte comme ça. Mais ça va expliquer énormément de choses après dans l'évolution du personnage. Il y a c'est pareil, ça je peux le raconter, c'est pas un spoil. Il y a une image que j'ai adorée dans cette première partie. C'est au moment où en fait il va arrêter de travailler pour aller rencontrer les clandestins et puis donner son organe, enfin son rein. Il y a la scène où justement tu le vois travailler pendant toute la première partie sur sa toupie, sur sa toupie de chantier. Donc tu le vois travailler, t'as toujours ce plan un peu cadré sur 3 toupies, où il y a lui au milieu et il y a 2 collègues à gauche et à droite qui font la même chose que lui. Et ça revient 2-3 fois avant. T'as le même plan qui revient, sauf que la toupie du milieu, elle est arrêtée, et lui, il est pas là. Et avec juste ce plan-là, tu as compris qu'en fait, il est passé à une autre étape. Il a arrêté de travailler, et tu comprends tout de suite qu'en fait, il va essayer de trouver l'argent différemment. Et c'est raconté comme ça, c'est pareil, c'est anecdotique, mais quand tu le regardes, c'est ultra parlant, c'est ultra bien fichu. Pas besoin de dialogue à rallonge, pas besoin de faire des ellipses de fou pour essayer de te faire comprendre des choses. Non, juste avec des images qu'il a répétées dans la première partie, juste avec des images de tranches de vie, tu comprends tout ce qui se passe, tu comprends l'évolution du personnage, tu comprends ce qu'il veut faire. Et comme il est sourd-muet, quoi de mieux de le montrer que par les images, vu qu'il ne parle pas. Et comme tu disais, hein, par rapport aux Anges déçus, où qu'elle est très bavard, et celui-là, il l'est pas trop, en fait. Non, tu sens qu'il y a beaucoup de contemplation, il y a beaucoup de scènes vraiment
soit complètement silencieuses, soit avec les bruits de fond, donc que lui, il va pas forcément entendre. Il y a aussi un très bon jeu entre les scènes qui sont perçues par lui et donc qui sont entièrement silencieuses, et des scènes qui seront perçues comme les personnes de son entourage, et donc ce que eux vont entendre. Et donc ce contraste-là fonctionne super bien. De fou. Et même la scène, tu vois, d'intro, où donc ça s'ouvre sur la lecture d'une lettre que lui a écrite à sa sœur, parce que il peut communiquer avec elle. Et ensuite, il y a pareil, il y a son quotidien, quoi. On voit son rendez-vous chez le médecin pour sa sœur, ce genre de choses. Et il y a vraiment, je trouve, de manière extrêmement subtile, on comprend déjà comment il vit son handicap, c'est-à-dire qu'il arrive à le lire sur les lèvres, mais tu sens que ça peut être plus compliqué à comprendre, des choses comme ça. Donc on sent qu'il y a aussi une barrière, en fait, avec les autres personnes qui vont pas parler la langue des signes. Et voilà, tu vois tout de suite à quel point, en quelques minutes, le désespoir qu'il a, sa vie, en fait, et le mur qu'il a en face de lui, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'option, en fait. Et forcément, quand il va avoir la possibilité vente d'organes, c'est la lumière au bout du tunnel, quoi. Et ça se passe, je veux dire, la première scène d'intro, elle est vraiment très courte, et donc en quelques minutes, c'est vraiment hyper percutant, quoi. Tout est millimétré, tu vois. Ouais, complètement. Pour les dialogues, comme tu disais, tout est écrit pour pas qu'il y ait de surplus. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Ouais, je suis entièrement d'accord. On n'a vraiment pas besoin de plus. Les personnages, ils disent ce qu'ils ont à dire. C'est pas des phrases répétées, c'est pas des phrases qui vont raconter un acte ou une histoire. Non, dans ce film-là, ce qu'il a compris, Park Chan-wook, son personnage, comme on l'a dit, il est sourd et muet, et il a voulu tourner un film de ce point de vue-là. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu sais, le fait qu'on voit Ryu faire une action, mais qu'il se passe des choses derrière lui, et qu'il y a des sons qui sont interprétés par d'autres personnes encore. Il y a différentes strates d'ambiance sonore et de lecture qui sont incroyables. Franchement, c'est une maîtrise, mais de dingue. Et Park Chan-wook, ce qu'il a fait, c'est pas le plus beau film visuellement qu'il ait fait. Il a pas voulu faire un film visuel comme ça arrivait après, par exemple, ne serait-ce que pour Old Boy. Old Boy, il y a des parties pré-artistiques qui sont restées vraiment dans l'histoire du cinéma, ou même beaucoup plus tard avec Mademoiselle, ou même récemment avec Decision to Live, où vraiment il y a une patte artistique. Là, dans celui-là, il a voulu avant tout faire un film sourd et muet, tout simplement. Ouais, complètement. Et dans les scènes, justement, tu disais, il y a plusieurs lectures, il y a plusieurs strates. Il y a aussi, sur des scènes qui sont similaires, donc qui vont avoir ce genre de lecture-là, des différences d'intensité. Et donc, qui font que, à chaque fois, on va monter d'un cran dans la tension et même dans la narration, en fait. C'est-à-dire que ça va amener des informations supplémentaires parce qu'on va avoir eu des différences de niveau. Et ça, c'est pareil, c'est une qualité et une maîtrise de l'écriture qui est folle, quoi. Non, c'est vraiment maîtrisé. Moi, il y a deux petits éléments qui chiffonnent. Qui chiffonnent vraiment, tu vois. C'est pas des petites maladresses. Là, c'est vraiment des facilités scénaristiques, tu vois. Il y a deux facilités scénaristiques dans le film qui m'ont vraiment gêné. Et je trouve ça vraiment dommage pour la qualité du film. Sans ces deux petits défauts-là, c'est le film qui aurait été mis au même niveau que Old Boy au niveau de chef-d'œuvre, tu vois. Au niveau de maîtrise technique, artistique, tout, quoi. Mais ces deux petits défauts-là, j'ai du mal un peu à pardonner parce que je sais pas si je peux les raconter. Non, je peux pas les raconter. Parce que... non, je peux pas. Je peux pas parce que ça va raconter des scènes et... Mais on avait parlé d'une deuxième. C'était quoi la deuxième? Toi, tu penses que tu peux la raconter ou pas? Je vais pas dire ce qu'il se dit, mais c'est la voix off à la fin. Qui est pas nécessaire. Ok. C'est vrai que c'est pas nécessaire. Je suis d'accord avec toi. Y a pas je suis d'accord avec toi. Ça m'a un peu choqué aussi, c'est vrai. Ouais, moi j'ai trouvé ça... Pour le coup, je me souvenais plus du tout qu'il y avait ça. Ouais, moi aussi. C'est vraiment quelque chose qui maintenant, moi, j'aime pas, en fait. Donc je vais le voir. Avant, je sais que quand j'ai vu la première fois, ça me choquait pas. Et je pense que j'en ai trop vu de ce genre de trucs, d'explications comme ça. Et donc je le vois plus. Mais après, c'est tellement court que tu te dis, bon, c'est un peu dommage, gars, mais ça va. Ça, c'est, comme tu dis, c'est un parti pris que je trouve dommage. C'est un peu
pour rattraper un peu les cancres, on va dire. Ouais, ceux qui sont allés faire autre chose. Ouais, j'ai fait des gros guillemets. C'est pour dire, oui, en gros, tu t'es endormi devant le film, ou alors t'as pas fait le lien parce que t'es un peu teubé. Mais voilà, la voix off de la fin, tu te rappelles de ce qui s'est passé 15 minutes avant? Bah, en fait, je te le redis à la fin, c'est pour pas que tu rates le dénouement final. Mais surtout qu'en plus, la voix off arrive suffisamment tard dans justement le dénouement, c'est-à-dire que le dénouement est déjà bien entamé, voire quasiment terminé. Et en fait, de remettre la voix off, tu fais, mais c'est trop tard. Soit tu le remets avant, et donc tu vois après ce qui arrive, et donc tu le comprends plus facilement, entre guillemets. Mais à ce moment-là où ça arrive, en fait, c'est trop tard. Donc, on a déjà compris. Ouais, non, je suis d'accord. Donc, et puis surtout que la scène est assez étirée en longueur. Ouais, elle est assez lente et tout. Elle est assez lente et elle est assez bien détaillée. Ouais. Et puis ne serait-ce que... c'est con, on peut pas la raconter parce que c'est la fin, puis c'est le dénouement final. Ouais. Mais ce que le personnage, entre guillemets, le héros, à la fin dit, mais qui êtes-vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Juste ça, en fait, toi, en tant que téléspectateur, ça te fait questionner. Tu te dis... En fait, on sait qui c'est. Non, mais même, il lit un truc. Oui. Ce qu'il lit, tu fais le lien je suis d'accord, déjà aussi, Elle est vraiment trop... Moi, je pense que c'est vraiment pour éviter qu'il y ait des spectateurs à la fin qui se retrouvent et dire « Quoi ? C'était qui ? J'ai pas compris. » Tu vois, parce qu'il y en a forcément une petite poignée qui serait allée comme ça. Mais dans ce cas-là, ces gens-là, tu les laisses cogiter. Peut-être en cogitant après film, justement, ils vont dire... Ah mais oui, c'est bon, j'ai compris. Ou même ils vont le re-regarder. Oui, ils vont le regarder, ou peut même en parler. Je sais pas, tu vas le voir entre potes au cinéma. Tu sors du cinéma, tu dis j'ai pas compris cette scène-là. Il y en a un qui va te raconter et dire ouais, mais en fait c'est parce que c'est ci et c'est ça. Ah ouais, ok, je comprends. Donc ça, bon, il y a un sens. Mais justement, ça fait partie du comment dire, de l'expérience du film, de dire bon, ok, j'ai pas compris ça, mais je vais cogiter quand même, tu vois, un minimum. Ouais. Mais là, pour le coup, pour moi, il n'y a même pas besoin de cogiter. Parce que c'était même pas une fin compliquée, c'est juste que c'est... Non, il y avait... En fait, non, je te rejoins, elle est complètement inutile. Mais je suis d'accord avec toi. Mais tu vois, moi, pour le coup, j'en ai une troisième, alors. Ok, bah... Et c'est dans l'ascenseur. Ouais. La scène de l'ascenseur. Pour moi, c'est pareil, c'est une facilité scénaristique. Ouais. Après, moi, je la trouve bien, la scène. Oui, moi aussi. Mais c'est juste pour apporter de l'émotion, alors qu'elle a vraiment aucun sens. Oui, en soi, elle est pas... Elle est pas réaliste, parce que... voilà, on peut pas la raconter. On en parlera au off, mais elle est pas réaliste, elle a aucun sens dans la scène, en fait. Ouais. Dans la scène complète du film, elle a aucun sens. Donc, mais bon, par contre, elle marche bien. Oui, elle marche bien, mais c'est pour ça qu'en fait qu'il l'a fait. Parce qu'il savait que ça allait apporter un élément émotionnel et que, oui, bah, ça marche, mais c'est de la simplicité. C'est juste pour dire, voilà, je vais vous mettre ça pour un tir-larme ou un tir-émotion ou n'importe quoi, parce que je peux pas raconter la scène, mais pour moi, c'est ni plus ni moins que ça. Enfin bref, voilà. Sinon, à part ça, le film, il est excellent, il est parfait, il est quasiment parfait. Ouais, franchement, c'est vraiment des détails. Il est vraiment incroyable. Et puis, il a pas vieilli. Ouais, non, franchement... Les propos n'ont pas vieilli. Moi, je trouve qu'il y a... Non, j'ai pas... J'allais dire une bêtise, mais je vais pas le dire parce que j'ai pas envie de porter à confusion sur la critique globale. Mais non, je vais m'arrêter là. C'est un grand film. Ouais, franchement, c'est un grand film et c'est vraiment un indispensable du cinéma coréen. Ouais. Et tu te rends compte que là, c'est le 31e épisode. Ouais. On a fait un classement des 30 premiers. Ouais. Et en fin de saison, on fera le classement des autres. Et on va tout de suite attaquer par... Ouais. On va devoir mettre Sympathie for Mr. Vengeance dans le classement. Ouais, en premier. Ça va être difficile. Ah bah ça va être difficile en premier, non, on va en parler en premier. On va pas le mettre en première position. Non, mais je veux dire... Ça va être un grand débat. C'est ça que je veux dire. Ça va être un grand débat, parce que dans les 30 premiers, ce qu'on a mis en premier, c'est du Cosso déjà. Ouais, c'est et clair. Là, Sympathie for Mr. Vengeance, le classer tout de suite là-dedans, waouh. Là, on ouvre le bal très fort. Hein. Ouais, j'avoue. Donc, j'ai déjà hâte à la fin de saison pour pouvoir le placer, celui-là. Ouais, même les autres qui vont venir derrière. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était Sympathie for Mr. Vengeance de Park Chan-wook, et on commence très bien la trilogie, et on commence très bien Park Chan-wook tout court. C'est le premier qu'on fait dans le podcast. Ça fait plaisir. Donc il serait tombé enfin au bout de 31 épisodes. Quoique, non, c'est moi qui l'ai choisi. C'est ce que j'allais dire. Ouais, il est pas encore tombé. La pioche, elle a pas fait grand-chose. Ouais. Mais bon, je suis content quand même de l'avoir regardé à nouveau. Pour moi, il restera vraiment encore très très haut dans la filmographie
de Park Chan-wook est encore très très haut dans le cinéma coréen en général. Allez, une scène préférée comme ça. Il y en a énormément, je le sais, mais... Ouais, alors, c'est plus un plan qu'une scène à proprement parler. Mais c'est un plan qui m'avait déjà marqué la première fois quand je l'ai vu. Et que j'attendais. Et qui m'a remarqué de la même manière. C'est l'escalier quand... je savais que t'allais dire ça. Donc, déjà, je trouve que le cadrage est juste génial. Il y a vraiment un côté en plus très... je trouve casse de bande dessinée. En fait, le contre-jour. Le contre-jour. Donc, il y a une fenêtre carrée et après un peu rectangulaire. Tu les vois monter les escaliers. Le cadrage est parfait. Et le cadrage est parfait. Il y a l'ambiance sonore derrière qui est parfaite. Et en fait, je sais pas, voilà, je trouve qu'il y a vraiment une dimension hyper graphique qui fonctionne super bien. Ah ouais, je savais que tu allais dire ça. Voilà. Parce que moi aussi, c'est là. Mais t'as raison, en fait. Graphiquement, elle marche tellement bien que celle-là, elle était gravée dans ma mémoire. Ouais, mais pareil. C'est un peu comme la scène dans le Boy, là, tu sais, quand il se bat, tu sais, en version 2D jeu vidéo, là, dans la cage. Pas dans la cage d'escalier, c'est pas dans la cage d'escalier. C'est un couloir. Dans le couloir, ouais. Dans un couloir où, vraiment, c'est filmé de côté. Et bah, c'est ce genre d'effet graphique-là, en fait, ça reste, ça marque. Et Park Chan-wook, il est fort pour ça. Et cette scène-là m'avait marqué aussi. Et quand elle est apparue, je dis, waouh, elle est toujours aussi efficace. C'est ça, elle marche trop bien. Et je l'attendais vraiment. Et franchement, pas déçu. Quoi. Non, franchement, le film, il a vraiment pas du tout vieilli. Franchement, pas un poil. Et toi, ta scène préférée ? Ma scène préférée, franchement, c'est dur. Mais je crois que je dirais, c'est les 2 scènes d'autopsie. Ouais. Parce que elles sont complémentaires. Ouais, carrément. Et parce que la scène, elle... elles sont complémentaires, elles sont pas en même temps. Non. En fait, les deux, elles veulent tellement dire. C'est ça. Et la deuxième dit tellement de la première. Ouais. Et surtout que c'est une scène d'autopsie où on voit rien du tout. Ouais. Et elle est dégueulasse. Ouais. Elle est dégueulasse au niveau sonore. C'est ça. Elle est poignante niveau visuel. Alors qu'on n'a qu'un seul cadrage sur un visage. Et que c'est pas la personne qui est autopsiée. Voilà. Non, c'est... Moi, j'ai choisi celle-là parce que après, il y en a tellement. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ouais, donc voilà. C'était Sympathie for Mr. Vengeance et c'était vraiment sympathique. Même plus que ça. Tu l'as attendu de le placer ce jeu de mots-là. Ouais, je l'avoue, je l'ai travaillé. Mais elle est pas terrible au final. Alors, j'ai un gros trou de savoir si on fait d'abord les quiz et d'abord les recommandations, parce que je suis fatiguée et que je sais jamais ce qu'on fait en recommandations. premier. Tu as quelque chose ? Ouais, je peux. Vas-y. Je peux. Donc, bon, c'est pareil, hein, en ce moment, j'ai pas rattrapé grand-chose, j'ai pas fait grand-chose. Le seul truc que je suis en train de faire, en fait, c'est de relire les JoJo's Bizarre Adventure. C'est cher à ton cœur. Bah ouais, bah après, c'est comme un membre de la famille. ouais, bah carrément. Et ouais, donc du coup, bah là, il y a la partie 9, Jojo Land, qui vient de sortir. Et donc pour l'occasion, je me suis refait la fin de Jojo Lion. Vraiment pour me remettre vraiment dans le bain et puis me reprendre une petite claque, quoi. Parce que c'est toujours un si gros sacrifice que de relire JoJo's. Voilà, et finalement j'ai décidé de reprendre parce que je crois que ça va être un fil rouge sur ma chaîne dans ma Mangatech. Ouais. Parce que j'avais dit que je parlerais pas de manga mainstream ou de gros mangas. Par contre, j'ai envie de faire du JoJo's et les faire partie par partie. Ouais. Donc en fait, du coup... Donc tu vas les faire du début. Je vais tout reprendre du début. Mais ça tombe bien parce que moi j'avais prévu de les reprendre du début parce que je me suis arrêtée au milieu de la partie 3 ou 4. 3. Et après on avait regardé les animes. Ouais. Et je me dis ouais quand même faut que je les refasse et tout. Mais j'avais envie de les refaire du début. Donc voilà, c'est juste pour dire que ma raison de vivre en ce moment c'est JoJo's. Qu'il a déjà été durant ces 20 dernières années. Ouais, j'allais dire. Hein. Il a pas trop été détrôné celui-là. Ouais, donc voilà, tout ça, c'est un peu pour teaser le premier épisode qui sortira sur DMM Podcast, où je vais parler de la première partie de JoJo's. Et dans l'année ou dans les futures saisons, je continuerai à faire du JoJo's partie par partie. Et parce que forcément, il me faudra laisser le temps de le lire aussi, parce qu'il y a des parties qui sont assez longues. Donc, comme la partie 3, où après, il y a d'autres parties qui sont plus ou moins courtes. Les 2 premières parties, ça va être rapide parce que c'est beaucoup plus court. Mais voilà, donc attendez-vous à 9 épisodes de JoJo's, parce que 9 parties. Ouais. Et peut-être même un hors-série pour parler des séries à côté. Donc, comme les séries avec Rohan, donc soit Rohan au Louvre ou les deux mini-histoires de Rohan. Il y a aussi
les recueils de Araki, où il a sorti plusieurs histoires, pas vraiment en lien avec JoJo's, ou de très loin. Ouais, donc voilà, je vais parler de JoJo's énormément dans le podcast, je pense, parce que c'est tellement cher à mon cœur, c'est tellement indispensable dans ma vie. C'est pour imaginer un peu, c'est le genre de manga, quand je finis une partie, par exemple, ça m'était arrivé sur la partie 7 de Steel Ball Run, parce qu'en fait, j'ai eu la chance en fait, d'enchaîner tout ça. Quand j'ai commencé à relire les JoJo's, quand j'ai commencé à racheter tous les JoJo's, j'ai tout enchaîné de la partie 1 jusqu'à la partie 7. Et quand la partie 7 a été terminée, il fallait attendre pas mal de temps pour avoir la partie 8. Et en fait, je suis rentré dans une mini-dépression. À la fin de Steel Ball Run, j'ai rien lu pendant très longtemps. Ouais, mais rien du tout. Ça joue beaucoup, ça. Hein. Quand tu finis quelque chose qui est excellent, c'est dur de passer derrière. Hein. Et voilà, ça m'avait un peu... j'avais quasiment abandonné le manga, limite. J'avais envie de tout jeter, tout revendre. Parce qu'en fait, ça m'avait tellement marqué, ça m'avait tellement rendu triste de laisser l'aventure là où elle était. Et d'attendre je ne sais pas combien de temps. Parce que finalement, quand en France, on ne sait jamais à quel moment va sortir le manga. Donc j'ai dû attendre bien plus d'1 an. Et voilà, donc tu te prépares psychologiquement à la fin ? Bah... T'as besoin d'un soutien psychologique, j'ai pas vraiment réfléchi là, que tu me l'as dit, je suis en train de m'effondrer sur ma chaise. Juste l'idée de me dire qu'il y aura une fin. Ouais. Mais bon, là, on vient de commencer Jojo Land, donc on va essayer de savourer. Ok, c'est bien. Donc voilà, JoJo's, je vous conseille JoJo's, tout ce qu'il y a autour de JoJo's, animé, manga, jeux vidéo... Tout ce que vous voulez, foncez, c'est de la balle. Et toi ? Moi, je vais recommander une bande dessinée qui s'appelle Fulan Devi, la reine des rebelles. Ça a été écrit par Claire Fauvel. Donc en fait, c'est l'histoire de Fulan Devi, qui est une vraie personne qui a vécu en Inde. Et qui, alors si je me trompe pas, c'est début... du 19e, donc 1930 ou un truc comme ça. J'ai plus les dates exactes en tête. Et donc, en fait, elle fait partie d'une caste inférieure en Inde, donc pas la plus basse, mais une assez basse, donc avec très très peu de privilèges, voire pas du tout. Et donc, elle voit déjà très jeune toutes les injustices qu'il y a par rapport à ça au sein de sa famille. Elle essaye de se rebeller par rapport à ça, sauf que comme elle est très jeune, en fait, elle se fait juste sanctionner. Et à un moment, en fait, ses parents la vendent à l'âge de 11 ans pour qu'elle soit mariée, avec le gage que, en gros, le mari attendrait ses 16 ou 18 ans pour consommer son mariage. Okay. Ce qu'il ne fait pas. Et donc, elle s'enfuit après cette agression et elle est pourchassée parce qu'elle a justement déshonoré sa famille. Parce qu'elle a quitté son mari et tout. Donc il y a toute une chasse à l'homme, une chasse à la femme plus exactement, et ils vont essayer de la retrouver et tout. Et elle va se lier d'amitié avec un camp de rebelles un peu anarchistes en Inde, et ils vont commencer à faire plein d'actions terroristes pour défaire le gouvernement en place, vraiment mettre en évidence les injustices qu'il y a, les agressions qu'il y a, tous les privilèges de caste, toute la violence en fait qu'il y a autour de ça. Et donc c'est vraiment, en fait, elle est passée de fille complètement bannie en fait à leaduse d'un groupe anarchiste extrémiste en Inde, mais qui avait le côté un peu Robin des Bois, si tu veux, qu'allait voler aux riches pour redonner au peuple. Une justicière. C'est ça, complètement, une justicière. Et elle a été après vraiment reconnue comme une femme engagée pour le développement social de l'Inde, l'émancipation des femmes, ce genre de choses, quoi. Et donc elle a été emprisonnée pendant longtemps, et après elle a dû elle a été libérée, je sais plus exactement comment, et après elle a dû même rendre les armes en fait, parce qu'elle était toujours considérée comme une paria en fait, une hors-la-loi, pour pouvoir rentrer dans la société.
Et la bande dessinée est super bien, donc c'est tiré de l'autobiographie de Phoolan Devi. Mhm. Et donc voilà, c'était super intéressant, c'était un parcours très violent et en même temps plein d'espoir et de combat, quoi. Ok. Ouais, c'était très très bien. Ok. Donc l'histoire de vengeance qui va bien avec qui le va bien thème. avec le... Ouais. Parfait, Voilà. parfait. Maintenant, petit quiz. Allez, le petit quiz. Bon, alors là, normalement, tu devrais faire des points. Ah, cool. Enfin, il était temps. Ouais, Parce que là, j'ai 3 points de retard. Tu veux commencer? vas-y. Quel est le point commun entre la famille Adams, Wild Wild West et Star Trek? Entre la famille Adams... Wild Wild West Wild Wild et West. Star Trek. Bon, je donne un indice, c'est pas la distribution. Le réalisateur? Non. Attends, je suis en train de chercher la famille Adams, Wild Wild West et Star Trek. Star Trek. La main? Non. Aucune idée. Au départ, c'est des séries télé. Oh, j'y étais pas du tout. Ok. Pour quel studio une femme tient-elle la chandelle? Alors là, je pense que je suis censée aller quelque part et mon cerveau, il y va pas du tout. Je sais pas. Columbia. Bah ouais, mais j'étais pas du tout là-dedans. Moi, je Ah cherchais ouais? un film. Ouah, Ah ouais, faut non, qu'on mais... se réveille là parce que... non, bah j'y étais pas. Hein. Je te dis, mon cerveau, il y est pas allé. Alors, qu'est l'ange bleu dans le film de Joseph von Sternberg? Le titre du film, c'est L'ange bleu. Je sais pas, un bateau? C'est un cabaret. Ouais, c'est dessus que Non, tu vas voir t'appelles celle pas? d'après, ça devrait le faire. Ok. Dans quel film voit-on les acteurs cogner des noix de coco pour faire croire qu'ils sont à cheval? C'est Monty Python, c'est Oh, très Graal. putain. C'est vrai, facile. Ouais, j'avoue. Mm. Dans quel film américain Mélanie Laurent interprète-t-elle le rôle d'une jeune juive en cavale? Glorious Bastard. Voilà, je t'avais dit. Acteur fétiche de Steven Soderbergh et docteur mondialement reconnu, je suis... Mais alors, vu comment Ah oui, d'accord, waouh, j'y étais pas du tout. Ok, tu veux que je te répète la question? Ouais, je veux bien. Acteur fétiche de Steven Soderbergh et docteur mondialement reconnu, je suis... Soderbergh, tu connais ou pas? Bah, Tu un fais petit le peu, lien mais, avec ces films? Non, pas au point de trouver le docteur. Ah, c'est pas... Non, c'est pas Soderbergh, ça. J'allais dire La Mouche, mais c'est pas lui, c'est Cronenberg. Non. En fait, c'est deux choses différentes. Hein. Donc, c'est un acteur fétiche de Steven Soderbergh, et à côté, c'est un docteur mondialement reconnu. C'est un docteur en vrai ou il joue le rôle d'un docteur? Il joue le rôle d'un docteur. Ah, moi, le seul docteur que j'ai en tête, c'est Dr House, donc Non. c'était pas ça. Non, bah je l'ai pas, de toute façon. Georges Clooney. Ah oui, Urgence. Bah Putain, oui. mais c'est pas ma génération, ça. Ouais, mais c'est dessus que j'ai bloqué. Je me dis, mais docteur? Quand je dis Georges Clooney, je fais, ah oui, bah oui, d'accord. Ouais. Alors, complétez cette réplique de Pulp Fiction. C'est à 1 demi-heure d'ici, j'y suis dans... Oh putain, j'ai honte. Ouais. J'y suis dans 5. Dans 8. 9. Dans 3. 2. Je sais plus. J'y suis dans 10 minutes. Ah putain. Ah, j'ai honte. Vas-y, c'est qui fait la réplique? C'est Harvey Keitel. Ouais, c'est bon. Tu te rattrapes. Tu me l'accordes, celle-là? Non. Ah ouais. Ouais, je me rattrape. Oui, puis je vois non plus. Un demi-point? Non. Un demi du demi? Non, 0.1? 0. Ok. Merci. Arrête de gratter. Bah, j'essaye, hein. De toute façon, Ouais, qui non, tente mais- rien à rien. Oui, bah oui, et je tente des choses. On m'a dit dans la vie, faut faire Mais t'as raison. des choses t'as avec raison. entrain. Bon, j'avais Mais pas tu beaucoup as- d'entrain, mais j'ai Tu as tenté quand même. entièrement raison, t'as tenté, mais tu l'as pas eu. Raté. Allez, à toi. J'espère que tu vas te foirer. Pardon, je l'ai pensé trop fort. Ouais, c'est Ah, ça. excuse-moi. Quel film se termine par la réplique Personne n'est parfait? Attends, c'est la dernière réplique du film, c'est ça? Ouais, quel film se termine par la réplique Personne n'est parfait? C'est pas Certains l'aiment chaud? C'est ça? Ouais. Ah, Bien joué. très bon film. Mm. Alors, bon là, ça va être compliqué parce que je suis censée chanter un truc, donc je ne fais pas chanter. Donc je vais te faire deviner un film. Tu peux pas changer les cartes à la place de... Bah non, mais parce qu'il y avait deux Tarantino, je me suis dit que j'allais être gentil et que je te Oh. le laisserai, quoi. Ouais. Alors... Bon, on va faire c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est un groupe de potes
un peu désabusés et beaufs qui vont à la plage. La plage? Non, c'est un film de 1978. J'en ai aucune idée. Et les bronzés. Oh là là là, j'aurais préféré que tu chantes. Non, merci. Bon, non, mais là, j'aurais trouvé. La musique, elle est culte. Non. Ouais, mais tu me fais rater un point. Tant pis pour toi. Ouais, bah, je veux le demi-point de d'Harvey Keitel. Allez, la dernière pour toi. Quel film de Steven Soderbergh Ah, super. se cache derrière les indices Marion Cotillard, Matt Damon et Virus? Ah, c'est Contagion. Ouais. Putain, c'était facile en fait. C'est fini C'est fini? Ouais, c'est fini. Wow. Donc, t'en as un. Sérieux? Toi, t'en as un... 3. Putain, c'est même plus une avance que tu prends là. Ouais. C'est toi aussi, tu me vends des cartes là, tu vois, tu vas avoir des points. Ouais, bah, désolé, de Tarantino, je me suis dit que c'était bon, quoi. Ouais, mais moi Tu veux je que veux je t'accorde 5. les bronzés parce que j'ai pas chanté? Non. Non, en plus, tu mets des pièges en plus. Non, mais attends, c'est bon. T'étais censé chanter. Pourquoi tu fais pas profiter tout le monde aussi? Tu sais très bien pourquoi je ne fais pas profiter. Parce que personne profitera. Bah justement, fais profiter tout le monde. Non, non, non. Comme ça, comment dire, on Je passera. je connais mes limites. Comme ça, on pourra mettre le podcast en Un référencement chanson et musique. chanson et comédie. Ouais, surtout comédie. Parce On pioche et on dort. que... c'est un peu ça, ouais. Ah, je suis claqué. Allez, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'on regarde la semaine prochaine? 3, 2, 1... Polystory. Oui, oui. Ouais, bien. Voilà un film. Ça, c'est un film. Oui, bah ouais, les c'est autres pas comme aussi, si. Bah non, c'est ce qu'on vient de faire. Ouais. On vient d'en faire. Pas comme si les derniers qu'on avait fait, on les avait pas enchaînés les bons quand même. Non, c'est clair. Mais là, on va enchaîner avec un autre très Ouais. très bon. Je crois que je l'ai vu qu'une fois celui-là. Ah ouais? Ouais, bah c'est toi qui me l'as montré, je l'avais jamais vu avant. Oh, Ouais. non. Tu confonds avec New Polystory. Ah, peut-être, ouais. Ça n'a rien à voir. Ok, Non, très non, bien. ça n'a rien à voir. Donc je l'ai pas vu alors. Non, Ok, bah cool, je vais c'est découvrir sûr ça. que tu l'as pas vu. Parce que moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu aussi. Ok. Donc, et je crois que la dernière fois que je Et l'ai c'est vu... une suite, c'est lié New Polystory ou pas du tout? C'est après. Ok, d'accord. Je Il y savais a- qu'il y en avait plusieurs, mais je savais pas que c'était... Celui-là, il était sorti dans les années 2000. Ouais. 3 premiers Polystory, c'est les années 80. Ok, d'accord. Ah oui, donc il y a une bonne... Dans les années 80, j'ai plus les dates 80, exactes. 90, quoi. Ok. Ouais. Ouais, donc Et, il y a une bonne durée entre tous, quoi. Ouais, tu veux dire Il y a du temps, quoi. un écart. Ouais, il y a un énorme écart entre la première trilogie et le New Polystory. Je me demande même si on n'a pas un autre après New Polystory. J'ai un doute. Je crois qu'il y a un autre film qui est lié. Enfin bref, je vais faire des recherches, je reparlerai Ouais. peut-être dans... Parce que j'ai un doute. Mais enfin bref, la trilogie, pour moi, c'est... Je crois que c'est... Non, je crois pas. C'est l'une des meilleures trilogies hongkongaises pour moi. Ok, super. Ah, au-dessus de Infernal Affair. En même temps, En Infernal dessous, Affair... oui. Ah oui, largement. Ok. Largement. Parce que je veux dire, en même temps, Infernal Affair, les trois se valent pas, quoi. Oui. Non, moi, Polystory, pour moi, c'est vraiment les meilleurs films de Jackie Chan. Ok, bah j'ai bien hâte de découvrir alors pour le coup. Ils sont vraiment excellents. De toute façon, je me rappelle, j'en avais parlé dans les premiers épisodes. J'avais fait un truc avec Polystory, je me suis dit que j'avais tellement hâte de les revoir Ouais. parce que c'était ce que je préfère chez Jackie Chan au niveau des cascades. Ouais. Dans chaque film, il a une cascade dingo. Ouais, de toute façon, C'est- il est... bah, il en a souvent, hein. Ouais. Mais les plus marquantes, elles sont dans Polystory. Ok. C'est tellement ouf. Ah, super. Bah vraiment hâte de découvrir alors, ça va être top. Donc voilà, Très bien. bah, rendez-vous la La semaine semaine prochaine prochaine pour pour- l'épisode 32 de Polystory Ouais. avec Jackie Chan. Yes. Et c'est le premier Jackie Chan. Oui, c'est le premier Jackie Chan, tout à fait. Ah, bah c'est sympa ça aussi. Ouais, alors. c'est clair. on C'est commence parfait. bien. Ouais. Donc, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Pas trop de bêtises. Reposez-vous bien Voilà. Et on se donne rendez-vous dimanche prochain. pour Polystory. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.
So